Ce soir, on va évoquer avec notre invité les États-Unis. Donald Trump entre fermeté et provocation. Nous parlerons aussi du Soudan, évoquer le difficile recouvrement des biens mal acquis de Béchir, et puis la Côte d'Ivoire, des victimes de la crise opposée au retour de Laurent Gbagbo. On en parle tout de suite avec Maître Éric Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Monsieur Ndoui. Les États-Unis, en 7 minutes, le président Donald Trump a tracé lundi le cap qu'il entend désormais suivre, celui de la répression d'un mouvement dont il n'a retenu que les actes de vandalisme assimilés à un terrorisme intérieur. La foule pacifique rassemblée face à la Maison-Blanche lundi 1er juin avait été dispersée sans ménagement quelques minutes plus tôt par des forces de police usant de gaz lacrymogène. Il s'agissait de faire place nette. On écoute le président américain dans cette situation et beaucoup sont surpris. Est-ce que d'abord un président dans une telle situation devrait parler ainsi? Non, aucun président dans pareille situation ne devrait s'exprimer comme le fait M. Trump. Mais M. Trump est un président atypique et il nous a habitués à faire du Trump. Donc là, en ce moment, il est en train de faire du Donald Trump à 100%. Donc il n'y a pas de surprise particulière à avoir par rapport à sa posture. C'est-à-dire qu'on s'attendrait à ce que le président apaise. La parole présidentielle doit être une parole qui réunit et qui, dans des moments de crise, apporte des possibilités de sortie ou offre des pistes de sortie de crise. Eh bien, M. Trump, apparemment, n'a pas pris les choses de cette manière-là. Pour lui, il ne voit que des vandales, il ne voit que des brutes épaisses, des terroristes. D'ailleurs, il va même beaucoup plus loin. Ce sont ses propres citoyens. Et bon, il les traite de terroristes, alors qu'il y a une revendication de fond qu'il ne veut pas entendre. En fait, M. Trump ne se pose même pas la question de quelle est la cause de ces violences. Il ne se pose pas la question, parce que peu lui chaud de le savoir. Pourquoi est-ce que, du jour au lendemain, des Américains, noirs, blancs, jaunes, toutes races confondues, s'en prennent comme ça au bien public et expriment une rage aussi forte? Non, ça ne lui importe guère. Il dit avoir rencontré la famille de la victime, de M. Floyd. Ah, ce sont des gens super. C'est comme ça qu'il dit. C'est des gens super. Mais alors, qu'est-ce que toi tu dis en tant que président à ces gens super? Mais il réclame une chose, même pas la famille. La famille appelle à l'apaisement, ce que M. Trump ne fait pas. Les gens qui protestent contre une chose, cette espèce de racisme systémique qui existe dans la police américaine. Vous savez, ce pays m'est cher pour beaucoup de raisons. On a eu un président noir. Ça n'a pas résolu le problème de la violence et de la brutalité policière. On a beaucoup de maires noirs aux États-Unis, de grandes villes, dans lesquelles on a le même phénomène. Et à chaque fois, c'est la même chose. Obama était président quand on a abattu un enfant de 14 ans parce que le policier disait croire qu'il avait une arme. Et il n'y a eu aucune poursuite contre lui. Donc, c'est vous dire que c'est pas le président dont dépend la suite qui est donnée. Mais c'est un système, en quelque sorte. Et c'est contre ce système-là que les gens se sont révoltés. Mais M. Trump, apparemment, il ne l'entend pas. Il prépare son élection qu'il croit pouvoir gagner ou devoir gagner uniquement avec la voix de blancs, exclusivement, qui serait tout à fait sensible à son message, qui est de dire « Make America Great Again » en brutalisant et en utilisant la force brute pour assurer le maintien de l'ordre. Donc, en réalité, ce qui l'intéresse, c'est uniquement les muscles, et ça monte rarement au cerveau, et c'est très embêtant. En même temps, vous avez présenté la situation comme étant un système aux États-Unis, cette ségrégation contre laquelle le pasteur Martin Luther King s'était battu. Donald Trump n'est pas responsable. Tous les présidents avant Trump s'y sont collés et n'y ont pas fait grand-chose, même le noir. C'est ce que je vous disais, c'est la raison pour laquelle je rappelais le cas d'Obama. Mais à chaque fois que cela s'est produit, Obama a réagi en tant que président des États-Unis en faisant comprendre, et il est allé même très loin, il dit ce gamin aurait pu être mon fils. Donc
C'est un autre langage, c'est un autre style. Mais ne parlons pas d'Obama, parlons plutôt de Trump, qui est là en ce moment. C'est systémique, oui, parce que nous sommes dans une société qui a du mal encore à assimiler la couleur. Vous voyez, elle a du mal. Et l'élection de M. Trump en est une illustration. D'abord, bon, certains semblent dire que M. Trump n'a pas été élu que par des Blancs, qu'il y a des Noirs aussi qui l'ont élu. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais majoritairement, les Noirs américains ne sont pas allés voter M. Trump. Et je dis encore à chaque fois que cette élection même de M. Trump n'est pas le résultat du vote populaire, c'est le résultat d'une mécanique politicienne qui fait que on peut avoir remporté le suffrage des urnes, mais perdre parce que les grands électeurs décident autrement. C'est ce qui s'est passé. Donc ces grands électeurs sont responsables de ce qui se passe actuellement en ayant mis M. Trump. Mais les violences policières, ce n'est pas M. Trump. Les policiers sont violents parce que, quelque part, il y a de façon insidieuse la sensation d'avoir une licence pour travailler à faire régner l'ordre. Et il faut savoir que les Américains ont un rapport à la loi qui est assez prégnante, assez forte. Quand c'est la loi, c'est la loi. On la respecte, qu'elle soit dure ou pas. Et on ne négocie pas avec la loi. Et les policiers sont les bras de la loi. C'est le law enforcement. Donc, ceux qui font le law enforcement, ils ont basiquement, enfin, d'après le système, un pouvoir absolu pour faire respecter la loi. Donc, quand ils font quelque chose, on s'attend plutôt à ce que la loi les protège. Et donc, se sentant protégés a priori, et aussi a fortiori, ils font des choses, commettent des bavures, et comme ils ne sont que rarement sanctionnés, ils continuent. Il faut quand même se dire une chose, c'est une société qui n'a accepté l'intégration des Noirs que depuis 50, allez, un peu moins de 60 récent, ans. C'est encore récent. Brown versus Board of Education, qui a décidé que désormais les Noirs peuvent fréquenter les mêmes écoles que les Blancs, c'est pas très loin de nous. Donc, vous voyez, c'est encore une génération de gens qui est là, qui est encore vivant et qui a vécu la ségrégation. Ils ne sont pas sortis encore, se sont pas sortis de la tête ces moments-là. Certains le regrettent. Il y a dans les États du Sud, des gouverneurs continuent de dire que non, c'était la belle époque où on vivait séparément. Mais aujourd'hui, vous avez encore cette fracture qui est visible dans la topographie des villes. Il y a les villes noires, enfin les quartiers noirs, et les quartiers blancs dans les villes, même les plus mélangées. Voyez ? Et il y a des villes majoritairement noires. Washington, par exemple, est une ville où la majorité est noire. Bon, mais dans Washington, il se passe régulièrement des bavures policières. Bon, il y a des descentes brutales, des policiers qui disent qu'ils font du law enforcement. Mais bon, on va pas leur en vouloir pour ça. C'est pas parce que les policiers sont brutaux que on doit arrêter de poursuivre les malfrats. Le crime est là, il faut combattre le crime et on utilise des policiers qui doivent faire le sale boulot. Donc, quelque part, il ne faut pas jeter l'anathème sur une profession. Mais il y a quand même dans cette profession de sacrées têtes de cons qui commettent des violences au nom de la sensation qu'ils ont d'être légitimes à le faire parce que ça ne leur arrive jamais. Comme par hasard, les bavures policières, à 90%, ne touchent que les Noirs. Les bavures policières. Et quand elles sont des bavures meurtrières, c'est quasi à 100% des Noirs. Ça, c'est quand même quelque chose sur laquelle il faut qu'on réfléchisse. Justement, est-ce que le problème doit être posé dans le secteur que cela touche, c'est-à-dire au niveau de la police, pour qu'on regarde le profil de ceux qu'on prend, savoir quel a été leur antécédent? Parce que celui-là qui a tué, n'ayons pas peur des mots, George Floyd, il n'y a pas d'autre mot. Il a été démontré que c'est quelqu'un qui avait une haine viscérale des Noirs. Et il y a eu 18 plaintes contre lui. Il a été blâmé 6 fois par la police, mais il est resté quand même dans le système. C'est bien ce que je vous dis. C'est
le système. En fait, bon, d'accord, les gens s'en plaignent, mais par ailleurs, c'est un bon policier. C'est un excellent flic parce que, bon, ben, il fait montre d'autorité, il ramène régulièrement des délinquants au commissariat, donc il fait le bon job, puisqu'il est là pour ça. Donc, maintenant, ceux qui sont ses cibles, ben, il arrive souvent que ce soit aussi des délinquants et qu'ils soient noirs. Donc, il n'y a pas de raison, ni de relation de cause à effet, qui devrait entraîner son limogeage de la police. Parce que mais si on faisait ça, on ne trouvera plus aucun policier pour aller faire le job. Parce que parfois, une arrestation, ça peut être très violent. Vous avez un président qui est en train de défendre le second amendement, qui autorise le port d'armes. Alors, allez imaginer la mécanique intellectuelle. Des gens sont favorables au port d'armes. Donc, les délinquants sont dangereux. Et il arrive que des Noirs soient délinquants. Alors, quand il faut aller les arrêter, ne me demande pas à moi, policier blanc, de mettre des gants. Parce que je peux y laisser ma peau. Et c'est arrivé aussi que des policiers blancs laissent leur peau dans des affrontements avec les gangsters noirs. Donc, du coup, si vous voulez, le système, à chaque fois, il ne se remet jamais en cause. Il considère que c'est probablement la façon de procéder. Il faut y aller en force et on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si on en écrase quelques-uns en leur broyant la moelle épinière, c'est pas très grave. Bon, sauf que là, c'est pas ce que vous avez vu. Le premier réflexe, au début, il n'avait pas été poursuivi. Il n'y avait pas. Ils ont été limogés. C'est quand même extraordinaire. Un homme est mort sous l'effet d'une brutalité policière avérée, filmée en direct. De bout en bout. Mais c'est un limogeage, c'est-à-dire, à minima, la sanction, elle est juste disciplinaire. Aucun procureur ne s'est autosaisi en disant non, c'est un crime. Il a fallu d'abord que la protestation soit à un certain niveau dans la ville de Minneapolis pour qu'on s'avise de l'inculper et de le mettre en détention. Voyez-vous ? Et les trois autres qui regardaient, complices, dont l'un venait carrément s'interposer entre celui qui filmait et son collègue, ils s'en tirent aussi. Bon, mais c'est pas lui, mais donc non. C'est une bande de connards criminels et qu'il faut poursuivre absolument. Et je pense que oui, la colère, elle est légitime à ce niveau-là. En même temps, est-ce que le président américain n'est pas aujourd'hui entre un peu le marteau et l'enclume dans la mesure où c'est un chef d'État qui doit aussi ramener de l'ordre dans le pays aujourd'hui? Mais écoutez, qu'on poursuivre ces 4 salauds et il y aura de l'ordre. Je pense que c'est par là qu'on aurait dû commencer. S'ils étaient correctement poursuivis, c'est-à-dire on les met tous aux arrêts, 1. 2, on les inculpe et on s'assure qu'ils sont en détention préventive, et après on fait le procès. Il y en a qui sont innocentés, d'accord, tant mieux. Ils peuvent bénéficier de toutes les garanties des droits de la défense, être mis en liberté sous caution, etc., etc. Mais tant qu'on n'aura pas fait ça, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la rue en train de protester, ils disent une chose: pas de paix sans justice. Vous voulez la paix? Donnez-nous d'abord la justice. C'est le message, il est clair. Donc, on commence d'abord par exercer la justice au nom du peuple américain et on aura la paix. Voilà. Deuxième sujet, maître, on va passer au Soudan. Les autorités de transition soudanaises sont engagées dans le recouvrement des biens mal acquis de l'ex-président Omar El-Béchir et de son entourage, mais beaucoup de ces avoirs volés sont difficiles à récupérer, estiment les experts. Les premières estimations indiquent que la valeur des biens fonciers et immobiliers illégalement acquis par les hommes de l'ancien régime oscille entre 3,5 et 4 millions de dollars. C'est ce qu'a déclaré Salah Mana, porte-parole du comité de lutte contre la corruption, qui a entamé ses travaux en décembre. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc voilà, un chef d'État qui s'est insolemment enrichi. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est de faire ces recoupements pour voir qu'est-ce qui lui appartient, qu'est-ce qui appartient à son entourage, qu'est-ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'on ne peut pas récupérer. Oui, c'est toujours une opération très difficile.
Parce que aujourd'hui, dans un monde qui a évolué, où on a quand même de plus en plus un peu de transparence dans la gestion des affaires publiques, et que la conscience populaire a beaucoup plus d'acuité pour observer le comportement des dirigeants, c'est plus difficile de procéder comme ça à l'ancienne, en faisant de la rapine, en transformant le budget de l'État ou en confondant le budget de l'État avec son porte-monnaie. C'est plus difficile à faire. Aujourd'hui, on utilise des méthodes beaucoup plus sophistiquées. On utilise des prête-noms. On a à chaque fois des substituts variables pour s'assurer qu'on a une fortune et qu'il y a des dépositaires de tous côtés qui peuvent assurer la continuité de la déprédation. Donc, du coup, c'est vrai, on est dans un système où le recouvrement sera toujours très compliqué. Quand on dit, la belle affaire, maintenant, quand on prend ses charges, il faut faire une déclaration de patrimoine. La semaine dernière, on a vu au Burkina Faso un ministre de la Défense qui s'est retrouvé empêtré dans des difficultés, dans des affaires de corruption et de dissimulation de patrimoine. À l'entrée de charge. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile. On poursuit des biens mal acquis de gens qui sont au pouvoir en France et qui disent non, attention, ils utilisent tous les subterfuges les plus artificieux pour expliquer que non, finalement c'est pas à nous, ça appartient à l'État. C'est un immeuble qui a des fonctions diplomatiques, dans lequel on a un salon de coiffure, une boîte de nuit. Oui, c'est vrai, les diplomates ont le droit de s'amuser aussi. Ils ont le droit d'avoir les cheveux bien coupés et les mêmes manucurés. Mais quand même, vous voyez, et quelle représentation diplomatique va avoir des véhicules de luxe qui ne portent même pas la plaque corps diplomatique. Mais c'est quand même l'État dit non, attendez, vous vous trompez, ça appartient à l'État. Donc c'est camouflé sous le patrimoine personnel de quelqu'un qui est l'État, ou c'est tout au moins ce qu'il croit. Donc, c'est toujours comme ça, ça va être compliqué, mais je crois qu'il ne faut pas désespérer. Là, on est en train de remonter non seulement la piste d'Omar El-Béchir, qui est arrivé au pouvoir en 2009, en 89, chassé en 2009, 19, 30 ans de pouvoir, mais on regarde son entourage, des anciens ministres, et on a une tonne de dossiers, on parle de 3 camions de documents. C'est assez ardu comme tâche à faire. Non, écoutez, je pense que ça, c'est le travail à faire d'une transition. Mais est-ce que c'est un passage obligé? Oui, nécessairement. Vous savez quoi? Non, quand on a eu la chance, comme au Soudan, d'avoir un soulèvement populaire qui voulait un peu plus de justice sociale au début, qui s'est battu mais pendant de longs mois et qui a obtenu le ralliement de l'armée pour obtenir le résultat extraordinaire et inattendu du départ du despote, il faut absolument faire la cure. Vous voyez, c'est le curetage. C'est un peu comme nettoyer les égouts. Quoi. Quand vous prenez une nouvelle maison, une nouvelle ville, vous nettoyez les égouts. C'est un peu ça qu'il faut faire. Je pense que c'est un travail extraordinaire de difficulté, mais il faut impérativement le faire. En même temps, c'était un signal que les actuels présidents, qui sont pas si différents de Béchir, reçoivent plutôt négativement. Mais oui, c'est la raison pour laquelle parfois l'alternance est si difficile à obtenir. Mais je pense que ce n'est que comme ça que nous allons réussir à obtenir, grosso modo, en étant vulgaire, un peu de gouvernance vertueuse. Si on lâche prise sur ça, ça voudra dire que toujours il y aura des gens qui arrivent très pauvres au pouvoir et qui en sortent fortement enrichis. Donc, en fin de compte, quelle leçon on donne? Leçon de choses on donne aux enfants. Leçon de civisme, c'est lequel? Si vous voulez vous enrichir rapidement, entrez en politique. Oui.
ça va devenir ça. On ne peut pas non plus se permettre ça. Notamment pas en Afrique où nous sommes à chaque fois vulnérables par rapport à ce phénomène. L'Afrique ne se développe pas convenablement à cause de ce phénomène. Et il faut l'éradiquer. Bon, ça va être difficile de l'éradiquer à 100%, mais au moins, si on arrive à 50%, ça serait déjà pas mal. Dernier sujet, la Côte d'Ivoire. Une association de victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts a fait part lundi de son opposition énergique au retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire après l'assouplissement de sa liberté conditionnelle par la Cour pénale internationale. Le collectif des victimes de Côte d'Ivoire CVCI informe de son opposition énergique quant à une quelconque désignation de l'État de Côte d'Ivoire pour accueillir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sur son sol en exécution de la décision du 28 mai 2020 de la Chambre d'appel de la CPI. Bon, on comprend, ce sont des victimes. Enfin, c'est comme ça qu'ils se présentent aujourd'hui. Je préfère cette nuance. Mais il y a aussi l'autre pan de la chose. Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé sont des Ivoiriens et ont tous les droits de revenir dans leur pays. Mais je suis tellement d'accord avec vous. C'est la seule façon de voir la chose. N'en déplaise à certains. Aujourd'hui, il y a des victimes de la crise post-électorale qui vivent sous Ouattara et ses sicaires. Il y en a qui sont là, qui voient des gens qui les ont brutalisés, qui ont brûlé leur maison, qui ont tué leurs frères, qui ont violé leurs sœurs, qui sont des officiers de l'armée ivoirienne aujourd'hui. Parce qu'on a complètement fédéré les forces nouvelles avec les Fancy. D'accord ? Donc, oui, ceux-là, ils sont ivoiriens aussi. Et ils subissent le fait d'avoir leur bourreau au pouvoir. Alors, on va me dire, il y a des Ivoiriens plus sensibles que d'autres, dont les droits sont plus nobles que d'autres à protéger, et qu'au nom de leurs droits à eux, on va interdire à d'autres Ivoiriens de revenir en Côte d'Ivoire. Bon, le retour de Laurent Gbagbo sera compliqué, pour des raisons politiques, pas juridiques. Bon, donc, on le sait déjà, mais on n'a pas besoin de ce collectif de victimes supposées pour complètement empêcher la chose. Mais nous savons tous que Monsieur Ouattara n'en a aucune envie. Il trouvera tous les subterfuges pour que ça ne se produise pas. Il y aura, croyez-le bien, le génie juridique et judiciaire réuni pour trouver toutes les complications nécessaires pour faire obstacle au retour de Laurent Gbagbo avant les élections. Après les élections, c'est peut-être une autre histoire. La sortie de ce collectif des victimes, ça sent la manipulation politique ? Mais c'est de la manipulation politique totale. Mais attendez, le collectif de ces victimes, c'est quoi ? Combien de personnes ils sont ? Oui, c'est comme Staline disait, le pape, combien de bataillons ? Ils sont combien ? Et en leur nom, on va décider que Laurent Gbagbo ne doit pas rentrer parce que eux sont hostiles à son retour. Vous voyez, vous avez répondu vous-même à toutes les questions. Non, je pense que c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Il y a d'autres Ivoiriens qui considèrent que leurs bourreaux sont au pouvoir. Et ils sont en Côte d'Ivoire. Alors, il est tout à fait équitable de considérer que si ils ont été innocentés des mêmes charges par une juridiction internationale, ils puissent revenir en Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est une autre histoire entre la doctrine de ce que devrait être l'application correcte du droit international pénal et ce qui se passe en politique. Il y a deux mondes et je crois que vous et moi n'avons pas les leviers ni de l'un ni de l'autre. En tout cas, l'assouplissement des conditions de liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, en ce moment précis où la Côte d'Ivoire est à 5 mois de la présidentielle, certains essayent d'y voir certains parallèles en tout cas. Ceux qui veulent y voir un parallèle seulement. Attendez, nous avons quand même une CPI qui a pris ses responsabilités et elle aurait pu déjà, depuis l'acquittement, accorder la liberté totale. Ça ressemble un peu à ce que la RDC a connu avec Jean-Pierre Bemba. Oui, hasard de calendrier aussi. Mais c'est la raison pour laquelle ceux qui disent que la CPI est le joker des puissants, c'est Stéphanie Mopa qui a écrit un excellent ouvrage sur la question, qui est bien documenté parce qu'elle est la correspondante de beaucoup de médias à La Haye. Elle connaît bien le fonctionnement du système. Oui, c'est le joker des puissants. Quand vous arrivez à mettre la main sur la CPI, vous lui faites faire tout ce que vous ne pouvez pas faire vous-même, au nom de la justice. Voyez ?
Donc la justice a bon dos. C'est la justice internationale, ce n'est pas nous. Mais maintenant, quand la justice internationale a été rendue dans un procès où l'État était présent, où les parties civiles étaient présentes, où il y a un procureur qui a été acharné à poursuivre et qu'ils ont échoué, on trouve que la justice internationale, ma foi, elle est mauvaise. C'est la mal fait le job. Et donc, on le refait à sa place en prononçant des sentences sur les mêmes faits, contre les mêmes personnes. Vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Politique quand tu nous tiens. En même temps, Alassane Ouattara s'est pendant longtemps présenté un peu comme le parangon de la réconciliation. Aujourd'hui, il est pris à son piège. Parangon de la réconciliation, j'aimerais savoir si... Enfin, quelle réconciliation? De quelle réconciliation parle-t-il? Écoutez, mes amis ivoiriens me pardonnent, mais aujourd'hui, on a l'impression que c'est d'abord le temps des djoulas. C'est le pouvoir des djoulas. Allez dans toutes les administrations. Allez, tout le monde est remplacé et c'est toujours Koné, Mamadou, Ouattara, Koulibaly, etc. qui dirigent le pays. Ça n'a jamais été le cas en Côte d'Ivoire. Jamais. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Sous Ouattara, c'est bien ce qui se passe. Et il y a des Ivoiriens qui considèrent que c'est un pouvoir djoula et qu'aujourd'hui, c'est le temps des djoulas. Et certains le revendiquent. C'est notre tour de bouffer. Laissez-nous tranquilles. Bon, ça va. Donc, si c'est une alternance, tous les 10 ans, on va mettre d'autres à la place, etc. Quand Gbagbo était au pouvoir, c'était pas le pouvoir des BT. Voilà. Ça, au moins, c'était une réalité. Maître Sosa, merci beaucoup. C'est un plaisir. On part tout de suite pour la pause et nous revenons après pour Regard Croisé.